sais pourquoi les États-Unis et l'Inde ne sont-ils pas des alliés plus proches, Michel? Oui, beaucoup d'Américains se posent cette question et plusieurs amis me l'ont aussi demandé. Cela paraît naturel. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont naturellement ensemble. Mais comme pour chaque autre aspect de la politique indienne, il faut remonter dans l'histoire. Je pense que le premier point de discorde concerne l'époque de l'indépendance. Et à l'époque, beaucoup de fondateurs indiens pensaient essentiellement que, le capitalisme équivalait au colonialisme. Et cela signifiait donc, d'accord, qu'allons-nous faire à la place? Et ils ont fini par se rapprocher du socialisme, en particulier du socialisme fabien. Et le premier ministre de l'Inde, Nehru, tenait beaucoup à cette idée. Dès le début, l'Inde et l'Amérique ont eu un conflit d'idées économiques. Je pense qu'à l'époque, le communisme et le marxisme étaient vraiment très importants. C'était une grande fissure idéologique. Beaucoup d'intellectuels indiens et de militants pour la liberté ne partageaient pas la vision américaine de l'époque. Il y avait quelques-uns comme Ambedkar, Rajaji et Patel. Certains d'entre eux avaient une tendance plus capitaliste, mais ils n'ont pas vraiment intégré le cercle restreint du pouvoir au fil du temps. Davantage de socialistes, puis de marxistes, ont gagné en influence au sein de l'establishment et du gouvernement indien. Je pense que c'est le niveau de base, en mode « qu'est-ce qui se passe ?» Le véritable tournant, ou point de rupture, serait en 1971. À cette époque, le Pakistan était divisé entre l'Ouest, aujourd'hui le Pakistan, et l'Est, devenu le Bangladesh. Il y avait donc une rivalité ethnique là-bas. Le Pakistan occidental avait une ethnie différente du Pakistan oriental, principalement bengali. Et aussi, les Bengalis ou ces personnes du Pakistan oriental comptaient un pourcentage élevé d'hindous vivant là-bas. Ensuite, leur culture était alors bien plus marquée par l'hindouisme. Le Pakistan occidental a lancé l'islamisation peu avant et après l'indépendance. Au Pakistan oriental, on observe plus de marqueurs culturels communs avec l'Inde, surtout dans l'ouest du Bengale indien. C'était très difficile à distinguer sur plusieurs plans. Donc avec cela, je suppose qu'il y a une justification ethnique et, vous savez, une sorte de casus belli religieux, on pourrait dire. L'armée pakistanaise de l'Ouest est entrée au Pakistan oriental et a lancé des opérations militaires. Mais je pense que ce qui les a vraiment impliqués, c'est qu'une énorme crise de réfugiés a éclaté où beaucoup de gens du Pakistan oriental, ces Bengalis, en particulier ces Bengalis hindous, ont commencé à affluer massivement en Inde et l'Inde a commencé à avoir encore plus de problèmes économiques. Donc à ce moment-là, on pouvait voir que le gouvernement indien a décidé de s'impliquer. C'était une affaire assez simple dans l'ensemble. Je pense que la guerre elle-même s'est déroulée assez rapidement. L'Inde a gagné. Le Pakistan oriental est devenu le Bangladesh. Le gouvernement indien, notamment Indira Gandhi, alors première ministre, ainsi que le personnel militaire indien. Ils voulaient en quelque sorte frapper là où ça fait mal, du moins certains éléments de l'establishment indien. Ils ont constaté avoir facilement vaincu l'armée pakistanaise car elle était très dispersée. Il y a des milliers de kilomètres entre le Pakistan occidental et oriental. Ils détenaient environ 90 000 prisonniers de guerre. Donc ils étaient dans une position idéale et ils ont décidé, allons finir, vous savez, le Cachemire occupé par le Pakistan. Allons plus loin au cœur du Pakistan et essayons de capturer Lahore. Voyons jusqu'où nous pourrions pousser ce conflit et peut-être le résoudre, Barrow. Entre 1950 et 2000, les États-Unis ont envoyé environ 25 milliards de dollars d'aide à l'Inde, autant ou plus que toute autre entité. Encore une fois, selon la pensée américaine, on leur a donné de l'argent, alors pourquoi ne seraient-ils pas avec nous? Mais quand on coupe court, voire plus que couper court, mais qu'on limite l'un de leurs plus grands objectifs géopolitiques, ces choses-là s'annulent au moins, si ce n'est qu'elles provoquent. Je pense qu'après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, au début des années 90, l'Inde s'est tournée vers le capitalisme. Elle a, en quelque sorte, été forcée de procéder à une libéralisation économique par le Fonds monétaire international. Donc elle est devenue beaucoup plus capitaliste. Elle s'est ouverte. Et je sais que l'Amérique a imposé des sanctions à l'Inde lorsqu'ils ont effectué des essais nucléaires, mais Clinton a rapidement apporté sa touche personnelle et a en quelque sorte réparé certains liens. Au moins, on peut dire qu'il a commencé à réparer les choses. Bush, Obama et Trump, tous les trois, je dirais que les relations se sont améliorées successivement et de manière assez constante. Il y a eu un accord nucléaire sous Bush et Obama, qui avaient généralement de bonnes relations avec l'Inde. Modi est arrivé et je crois qu'il a même écrit un éditorial dans le Time pour lui, ce qui est assez fou aujourd'hui.
Une fois Trump arrivé, lui et Modi s'entendaient très bien, pour une raison inconnue. C'est là que naissent beaucoup de relations naturelles. L'Inde et l'Amérique sont deux pays très diversifiés. Ils sont pluralistes et tolérants. Ils sont laïques et démocratiques. C'est un accord naturel entre la plus ancienne et la plus grande démocratie mondiale. Vous voyez tout cela jouer. De nombreux membres de la diaspora sont venus. Tant de relations. Dans la seconde partie, vous voyez de nombreux aspects positifs. Et je pense aussi à beaucoup de commerce, beaucoup de partage technologique, des accords de défense, de l'énergie. Je pense que tout ce qui pouvait arriver de positif, enfin beaucoup de choses se sont produites. La troisième partie est, je pense, la plus controversée et la plus récente. Je pense qu'avec l'arrivée de Biden, je ne le blâme pas personnellement. Je pense qu'il aurait été une continuation de beaucoup de, vous savez, du sentiment bipartisan général. Je pense que lui, personnellement, il était probablement en faveur de cela. Mais nous savons que l'administration avait beaucoup de, vous savez, d'angles rugueux et beaucoup de choses qui se passaient en coulisses. Du point de vue indien, ce qu'ils voient, c'est que lorsque Joe Biden est arrivé sur la scène, eh bien, c'était plutôt bien pour eux. Juste avant cela, cependant, je pense que Narendra Modi a peut-être commis une légère erreur. Il a fait campagne avec Donald Trump au Texas, je crois. Donc ils ont organisé un événement commun avec la diaspora. C'était en pleine période électorale, en 2020. Et ils ont fait, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un événement de campagne, mais honnêtement, c'en était un. Je crois que cela a agacé une grande partie de l'establishment démocrate. C'était clairement un pari risqué qui n'a pas fonctionné. Mais ça, c'était vraiment important, tu sais. Je pense que ça a peut-être empoisonné un peu l'ambiance. Mais même à ce moment-là, je crois que lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir, il y avait encore beaucoup de gens qui pensant que, tu sais, globalement, les affaires, choses allaient continuer comme d'habitude. Peut-être que quelques petites choses allaient en changer. Mais bon, peu importe. Donc, en regardant, je suppose, l'Inde dans le contexte de cette rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine, tu sais, il y a des points chauds militaires potentiels. Il y a des guerres économiques et commerciales. Comment perçoivent-ils cette dynamique? Parce que l'autre vision un peu simpliste, tu sais, réductrice, c'est qu'à chaque sommet des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, les gens écrivent ces gros titres du genre ils conspirent tous pour faire tomber l'Occident et les États-Unis sont en difficulté. Et je vois ça, et tu sais, ma compréhension superficielle, c'est que, tu sais, la Chine et l'Inde ont eu des différents frontaliers qui ont vraiment dégénéré, non? Je ne pense pas qu'ils soient les meilleurs amis, mais peux-tu expliquer comment l'Inde voit la montée de la rivalité entre les États-Unis et la Chine? Je pense qu'à cette époque, surtout sous Obama et Trump, l'Inde était complètement dans le camp des États-Unis. Je pense qu'il y a eu une période où l'on a essayé de se rapprocher de Xi Jinping. Je crois que Xi avait été invité en Inde. Lui et Modi ont fait quelques séances photos. Ils ont échangé quelques idées. Il a visité quelques temples. Donc on avait l'impression qu'il y avait du potentiel. Mais je crois que peu de temps après, il y a eu des différends commerciaux. Je crois que TikTok a été interdit. À la même époque, il y a eu des différends dans l'Himalaya où des soldats indiens et chinois sont morts. C'est un niveau de conflit complètement différent. Il y a deux véritables, je dirais, encore une fois, deux points de rupture que nous voyons ici, qui ont vraiment poussé l'Inde à réchauffer ses relations avec la Chine et à commencer à s'équilibrer par rapport à elle maintenant et à essayer de le faire. Une remise à zéro des liens. L'un, ce sont les élections du Lok Sabha indien, qui sont les élections parlementaires. C'est ainsi que le Premier ministre Modi est élu, et c'est en quelque sorte l'équivalent de leur élection présidentielle. Donc le BJP a gagné, et la plupart des gens s'attendaient à ce que le BJP gagne, mais ils s'attendaient à ce qu'il gagne avec une marge de victoire beaucoup plus grande. Et il y a différentes façons d'expliquer pourquoi cela ne s'est pas produit. Certaines sont d'ordre économique. Certaines sont liées à la culture, en particulier à la caste ou à la région. Mais une chose dont les Indiens commencent à se méfier vraiment récemment, je pense que lors de la campagne, la bataille était essentiellement entre l'idée d'une Inde centralisée et celle d'une Inde décentralisée. Une Inde décentralisée implique que la caste et le régionalisme prennent plus d'importance. Et beaucoup de ces choses menacent en quelque sorte, vous savez, cette idée d'une Inde unie. L'idée centralisatrice de l'Inde est, selon moi, un élément clé du régime de Modi, ou du moins son objectif. C'est l'un de ses objectifs de centraliser l'Inde. Donc ce que vous avez commencé à voir juste après l'élection avec la baisse du décompte.
Ce que le BJP a commencé à faire, c'est d'abord, par l'intermédiaire de personnes de niveau inférieur, généralement, vous savez, des célébrités Twitter de second rang et des responsables de bas niveau, ils ont commencé à accuser les États-Unis d'ingérence électorale. Et l'une des choses pour lesquelles ils les accusaient, ce sont ces vidéos d'intelligence artificielle qui commençaient à sortir et qui étaient en diffusées pour attiser les tensions autour des castes, autour du régionalisme. Et ils reliaient aussi cela à des propos tenus par des membres de l'opposition. Les membres de l'opposition voyageaient souvent aux États-Unis, puis revenaient en répétant des propos similaires à ceux du milieu universitaire américain ou du New York Times. Les gens ont fait des liens. Je sais que j'aborde un terrain complotiste, mais c'est vraiment ce que beaucoup croient. Je pense qu'il faut en tenir compte. J'en reparlerai plus tard. Bref, ils ont accusé le gouvernement américain, pas par des voies officielles, et ont intensifié la situation. Par exemple, ces gens sont intervenus, c'est de l'ingérence électorale. Une fois que Donald Trump a été élu, en fait juste avant Donald Trump, il y a eu la deuxième chose, une sorte de double coup. Au Bangladesh, la première ministre Sheikh Hasina a gouverné pendant près de 2 décennies ou très longtemps. Elle était assez autocratique. Malgré des élections, elle agissait de façon autoritaire, ce qui a hérité de nombreux Bangladesh. Il existe donc un aspect organique dans ce changement de régime ou cette révolution au Bangladesh. Cependant, encore une fois, le gouvernement indien, de son point de vue, considérait qu'une grande partie de cela était due à des choses comme l'aide américaine ou l'ingérence américaine. Et le gars qui est devenu Premier ministre intérimaire, je crois qu'il s'appelle Mohamed Yunus. Il a des liens, vous savez, avec la Clinton Global Initiative. Il a eu des photos avec Biden qui se sont mal passées, mais ils semblent proches. Ils sont enthousiastes pour Trump, mais très affectés par les récents événements. Et ils veulent couvrir leurs arrières avec la Chine. Donc même aujourd'hui, je pense que le ministre chinois des Affaires étrangères et le secrétaire indien aux Affaires étrangères se sont rencontrés. Et oui, ils essaient, je suppose, de réchauffer beaucoup de liens ou de réparer les relations. Et je suppose que la dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est que beaucoup d'Indiens, à cause des affrontements dans l'Himalaya, ont de l'animosité envers la Chine, ainsi qu'à cause des guerres précédentes. Je pense surtout que les affrontements dans l'Himalaya avec des soldats réellement morts génèrent de l'animosité envers la Chine. Ils commencent à regarder la Chine et à se dire « Eh, peut-être qu'on devrait commencer à s'inspirer d'eux plutôt que de l'Amérique. » Je pense néanmoins que les Indiens voient toujours l'Amérique de façon très positive. Par exemple, si l'Amérique propose aux Indiens de venir en Amérique, la plupart des Indiens vont venir. Donc c'est quelque chose de très complexe qui devient encore plus complexe. Je pense qu'il y a, vous savez, un pied de chaque côté maintenant. On se rapproche des États-Unis, mais un réchauffement s'opère aussi avec la Chine.